Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la Place de l'Info. J'espère que vous allez bien. C'est la dernière semaine de la Place de l'Info. Et on commence bien par cette très triste nouvelle. C'était aujourd'hui la sépulture de quelqu'un qu'on aimait bien dans la vallée de Châtel, dans la vallée d'Abondance. Je présente Christian Monteil, président du conseil départemental qui est avec nous. Merci Christian Monteil. Vous connaissiez André Crépy? Et oui, j'ai siégé avec lui au département, un homme haut en couleur, un baroudeur, un fonceur, un peu un insoumis de droite. J'aimais bien le personnage et je donne vraiment mes amitiés à sa famille et puis à Nicolas Rubin, à Richard Bauche qui sont très On va proches. prendre au téléphone. Voilà, c'est tout à fait l'image que l'on a en tête de André Crépy avec son chapeau tyrolien, avec un franc-parler, c'est certain. Avec nous au téléphone Nicolas Rubin, maire de Châtel. C'était votre prédécesseur que l'on voit actuellement à l'image. Oui, il y a eu un élu, un maire entre lui et moi, mais Oui. c'est vrai que c'est la figure de Châtel hein, qui a 30 de mairie, 42 ans de vie publique cumulée avec, comme l'a dit Christian Monteil, un passage au conseil général de l'époque, conseil départemental aujourd'hui. Si on peut résumer la carrière des Crépy, elle se reposera sur un mot, c'est avant tout l'audace, hein, quelqu'un qui, comme l'a dit Christian Monteil, qui savait sortir des chemins battus, sortir du rang pour y arriver, quelqu'un qui avait du tempérament et puis qui avait aussi une vision assez lointaine pour préparer le terrain pour les générations futures. Il y avait énormément de monde aujourd'hui à Châtel pour lui rendre hommage. D'abord les familles de Châtel, bien entendu. Et en plus, ce village de Châtel, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est un peu lui qui l'a dessiné quand même dans ses grands volumes. Oui, il nous quitte à l'année du 70e anniversaire du tourisme. Hein. En 1947, il n'était pas encore aux commandes, mais à partir des années 70-71, il a sérieusement boosté, je dirais, l'attractivité touristique de Châtel, de la vallée d'Abondance. Il fut aussi l'un des pionniers des Portes du Soleil. Il a beaucoup d'amis en Suisse, hein, à proximité de la frontière qui nous sépare avec le Valais. Beaucoup de monde est venu lui rendre un dernier hommage et avec beaucoup d'émotion parce que c'est un personnage qui comme tous les leaders, n'ont que des amis, il faut le concevoir, mais en tout cas, il a fait une certaine unanimité dans sa vision de l'avenir, à compter de l'instant où il a pris les commandes de cette commune. Il a su entraîner derrière lui une population qui lui a renouvelé sa confiance pendant 6 mandats, c'est important. Merci beaucoup Nicolas Rubin. On voulait commencer avec vous. Il y avait énormément de monde cet après-midi à Châtel pour cette sépulture, pour Monsieur Crépy. Moi, j'ai une pensée particulière pour son fils Jean-Pierre Crépy, Véronique et tous ceux qui sont là-haut à Plaine-Drance, à Pachasso. C'est des endroits absolument magnifiques. Merci beaucoup Nicolas Rubin. Merci à vous. Christian Monteil, c'est vrai, ces hommes de montagne, vous les connaissez, ce sont des bâtisseurs. Très longtemps à l'Association des maires, vous les avez aussi côtoyés. Ils ont leur place dans l'aménagement de la montagne? Oui, ces hommes-là, cette génération, elle savait être dérangeante quand il fallait déranger, elle restait très attachante. Ça nous manque un peu parfois, ce relief des personnages. Et André Crépy, c'était Châtel, et Châtel, c'était Crépy à une époque. Voilà, on y pense encore. C'est un hommage. Donc voilà, cette personnalité qui nous a quittés la semaine dernière et dont la sépulture avait lieu aujourd'hui. On voulait vraiment adresser un message très fort à tout le Chablais et aussi à la Haute-Savoie parce que c'était un élu important. C'est l'habitude, c'est la dernière semaine de la Place de l'Info, eh bien de commenter l'actualité à travers eh bien, des visages de personnes importantes. Vous avez découvert il y a quelques jours la photo officielle du président de la République Emmanuel Macron. Alors pour vous, il évoque quoi ce président dans ses bientôt 100 premiers jours? Alors, nouveau style, nouveau cycle, la nouveauté, l'envie d'écouter et pour beaucoup d'accompagner, puisqu'il a réussi quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà, c'est la nouveauté, c'est un nouveau mode politique au sens très large du terme, du mouvement. Pour moi, c'est ça. Voilà, je ne veux pas dire que je souscris à la totalité de l'ambiance, mais c'est quelque chose d'intéressant. J'ai envie de regarder de plus près. Il y a la déclaration, bien sûr, de politique générale cette semaine du Premier ministre. Également ce congrès qui a posé un peu des questions politiques, aussi les questions liées à la questure. À votre avis, la droite conservatrice, est-ce qu'elle fait preuve de mauvaise foi vis-à-vis de ceux qui sont proches de Emmanuel Macron, et je pense bien sûr à toute l'équipe autour d'Édouard Philippe, ou non, c'est logique qu'il y a quand même une opposition à droite?
Non, mais je crois déjà que la droite et la gauche ont organisé leur perte et leur descente aux enfers. Le Parti socialiste a disparu complètement des écrans. Les républicains sont en voie d'émiettement. Et les partis politiques ont organisé l'arrivée d'Emmanuel Macron. Voilà. Alors après le reste, il faudra qu'ils s'organisent aussi. Mais il faut honnêtement, de vous à moi, si oui. vous aviez été député, ce qui aurait pu très très possible que sur Monteil, vous auriez siégé dans quel groupe de droite? Dans celui des constructifs ou dans celui des conservateurs? Je n'ai jamais eu l'ambition ni l'envie d'être député. Je suis trop bien là où je suis, dans mon département de Haute-Savoie, à la présidence du département. Je suis heureux, je travaille, je construis. Parfois, j'entends la contestation, mais dans tous les cas, je suis très actif. Non, les partis politiques, je n'ai jamais adhéré à un parti politique. On ne pourra pas vous le reprocher. Non, et je vais tenir ça jusqu'au bout, je peux vous le garantir. Alors, c'est vrai que dans l'histoire politique de France, il y a eu pendant très longtemps le fameux parti radical. C'était le parti de votre prédécesseur, Ernest Nicolin, avec des radicaux de droite, de gauche. Est-ce que ce n'est pas un peu ça le nouveau visage du radicalisme, c'est-à-dire une famille politique qui a deux branches et au centre l'intérêt général? C'est pas un peu ça? Je crois que le contexte actuel, il a été construit par deux primaires successives qui ont été terribles et terrifiantes. On a parlé de politique politicienne pendant 1 an, 12 mois, 15 mois, sans jamais parler de ce que les gens ont envie d'aborder comme sujet. Vous traversez dans la rue, vous parlez avec vos voisins, vos amis, on parle de quoi? Mon travail, ma vie de tous les jours, mon logement, mon pays, est-ce que j'y crois, mon pays, la culture de ce pays, la sécurité, notre pays dans l'Europe, les relations internationales. Non, on n'a pas parlé de ça, on a parlé de partis politiques transformés en écuries de course pour trouver les meilleurs chevaux pour gagner les meilleures courses. Non, c'est pas possible. Ça fonctionne pas plus comme ça. Ça fonctionne plus comme ça. Alors maintenant, je vous posais la question, vous, en tant que président d'un département, pas n'importe lequel, un département qui est la Haute-Savoie, qui a un très gros poids économique, comment allez-vous travailler dans votre quotidien avec eux? Ce sont ces parlementaires de Haute-Savoie. Ils étaient la semaine dernière dans le Dauphiné libéré, Madame Lardet, Madame Rioton, Monsieur Roseren et effectivement Madame Laine. Comment allez-vous travailler avec eux? Alors, je vais déjà continuer à travailler avec 2 parlementaires que j'aime bien, Virginie Duby-Muller et Martial Saddier, qui ont été réélus. Ce sont les électeurs qui les ont envoyés à nouveau, et je trouve ça très très bien, j'en suis très heureux. On va parler de l'élection de ces circonscriptions. Les 4 personnes, les 3 d'entre elles, je ne les connais pas, donc je vais apprendre à les connaître. Je leur ai écrit déjà, je leur ai dit que j'avais envie de les rencontrer. Xavier Roseren, je le connais bien, c'est le maire des Ouches, c'est un garçon avec qui j'ai travaillé sur des projets dans la vallée. Nous sommes entretenus au téléphone, donc j'ai un point d'ancrage déjà avec lui. Les autres, ils viendront, je n'ai pas de souci. Alors bien sûr, on attend les propositions de ce gouvernement sur des grands dossiers qui concernent la Haute-Savoie. Tout d'abord, celui-ci, le désenclavement du Chablais. Macron, est-ce un dossier prioritaire? Comment allez-vous faire pour le convaincre qu'il faut y aller vite? L'État a sa partie, vous avez la vôtre. Donc comment peut-on être certain que dans ce mandat de M. Macron, cet ouvrage sera réalisé? Parce qu'on arrive à 2022. Alors moi, je crois déjà que le sujet est suffisamment avancé pour qu'il ne soit pas remis en question. Mais on a dit tellement de bêtises pendant cette campagne électorale sur le désenclavement du Chablais. La réalité, et les Hauts-Savoyards doivent le savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous allons avoir une enquête d'utilité publique pour que la population aille s'exprimer première quinzaine de décembre. Ceci est fait, c'est programmé, et j'attends simplement. J'ai saisi Madame la Ministre à 2 reprises. J'ai re-signé un 2e courrier ce matin même pour la relancer, pour lui exprimer le besoin du territoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, le 15 décembre, l'enquête d'utilité publique sera mise en place. J'appelle les Chablaisiens et les Hauts-Savoyards à aller intervenir favorablement. Les conditions générales sont réunies, les relations avec l'agriculture, avec les associations environnementales sont là, et j'espère qu'au printemps 2018, nous aurons la DUP qui pourra être prononcée. Donc pour moi, il n'y a pas de péril sur ce dossier. Un autre visage, vous le connaissez bien, c'est le tout nouveau ministre du Transport et de l'Environnement, Nicolas Hulot, qui a fait de la problématique de la vallée de l'Arve une priorité. Qu'attendez-vous de ce monsieur?
Alors il a raison, j'en suis très heureux. Le département d'Haute-Savoie s'est engagé aux côtés de l'État dans le cadre du fonds Air-Bois, fonds Air-Industrie. Il y a plein de sujets sur lesquels nous engageons volontairement, sans que ce soit une obligation. C'est pas votre compétence, hein. Non. Et donc je suis très heureux des déclarations qui ont été faites par Nicolas Hulot. Et j'attends effectivement que l'État revienne à nos côtés. Il était au départ sur un certain nombre de dispositifs, il s'est tout doucement écarté. Il faut que l'État revienne ici en Haute-Savoie, avec la région, avec le département, avec les collectivités. On a un plan extraordinaire de lutte, mais nous ne pourrons lutter que si nous sommes tous ensemble. Et donc j'ai proposé le 7 octobre une séance de travail pour mobiliser toutes les énergies autour de la qualité de l'air en Haute-Savoie. La qualité de l'air, c'est la vallée de l'Arve, mais on a entendu pendant cette campagne législative, on voit cette image, on est ici au-dessus de Passy-Salanches. Mais voilà, il y a aussi la question peut-être d'Annemasse, peut-être d'Annecy. Il y a eu des épisodes de pollution la semaine dernière autour de l'axe Aix-Chambéry-Annecy, pas que la vallée de l'Arve. La qualité de l'air, c'est la Haute-Savoie tout entière. Et le département de Haute-Savoie, c'est l'ensemble du territoire. Donc nous avons signé avec la communauté de communes Faucigny-Glières à l'initiative de Martial Sadier, d'ailleurs à l'époque. Nous avons signé un accord avec les communautés de communes voisines. Nous sommes en train de le faire avec Annemasse. Cela va venir avec Annecy. Le département est disposé à contracter, vous êtes constructif à avec le cofinancer. gouvernement. Mais bien sûr, on l'est. Vous restez avec moi tout de suite, une petite pause de pub. Et après, on va revoir un peu les clivages politiques dans la Haute-Savoie. C'est plutôt intéressant. De retour dans la place de l'info, Christian Monteil, président du conseil départemental de la Haute-Savoie, est notre invité. Alors, on va revenir bien sûr sur ce climat politique et cette élection législative. Je vous laisse faire votre propre commentaire sur cette élection de la première circonscription de Haute-Savoie. Elle a failli être élue au premier tour, Véronique Riotton, face à, on peut dire, celle qui était largement portée par Bernard Accoyer. Eh bien, effectivement, une forme de vague nationale qui s'est imposée partout, y compris en Haute-Savoie. Mais ici, effectivement, je crois que le choix de suppléant sur Bernard Accoyer a été un handicap pour Annabelle André-Laurent, parce que le cumul de cette vague nationale et du rejet des partis politiques, en identifiant très fort des partis politiques en étant le secrétaire général À votre avis, il fallait que national. la droite choisisse un ou une autre candidate pour cette circonscription? Ouais, je pense que les deux députés sortants, suppléants de la candidate qu'ils ont accompagnée, intronisée, n'étaient pas un avantage, et je pense que c'était même un certain inconvénient. Donc le nom de Bernard Accoyer n'a pas joué. Il a joué à l'envers. Donc ce qui voudrait peut-être dire que a-t-il encore autant d'influence pour diriger la droite en Haute-Savoie? Je n'ai pas d'avis à apporter sur la droite en Haute-Savoie. Moi qui suis un vieux gaulliste et libre, parfois insoumis. Vous êtes de droite, pas forcément Oui. républicain, mais de droite. Oui, mais on m'a jamais demandé mon avis, je n'ai pas eu à le donner. J'ai été combattu par Bernard Accoyer pendant toute ma carrière politique. Je vais pas lui demander ce qu'il doit faire aujourd'hui. Il a mon âge. Donc, Deuxième circonscription, avec un raisonnement qu'on aurait pu entendre d'ailleurs du côté d'Emmanuel Macron. Vous choisissez un mandat, vous y allez à fond, vous êtes battu, vous dégagez, vous êtes gagné, vous restez. C'est ce qu'a fait Lionel Tardy. On peut tout lui reprocher, sauf celui d'avoir cumulé des postes. On aurait pu le retrouver dans votre assemblée au département. Il n'a pas choisi d'y aller, et donc du coup il s'est retrouvé battu, et il n'a plus aucun mandat aujourd'hui. Alors j'ai un peu de peine pour Lionel Tardy, que je connais bien, qui a travaillé effectivement. Il a souffert effectivement là aussi de cette vague importante. Il a souffert probablement de sa proximité avec François Fillon, qui nous a Clairement. aidé énormément à perdre les élections, à la droite, puisque je m'intègre à la droite et au centre. Et puis peut-être que l'électorat d'Annecy, qui est un électorat du centre, n'a pas choisi complètement ou a hésité peut-être. Il a certainement une raison. J'ai un peu de peine pour Lionel, mais Frédéric Lardet est élu. Moi, je vais travailler avec elle. C'est une nouvelle légitimiste, il n'y a aucun problème. Vous savez qu'on s'est posé quelques questions sur le positionnement de Jean-Luc Rigaud et de tous ces UDI appartenant à la ville. On a bien vu que lorsque Emmanuel Macron est venu à Annecy, personne n'y est allé. Maintenant, on voit bien que la ville semble heureuse de travailler avec ses députés qui sont du centre droit. Vous avez raison de vous poser des questions, trouver la réponse. Très bien. Prochaine circonscription, pour vous, je le sais, c'est une véritable source de satisfaction. Marcel Sadier qui a été élu sur le fil. On parle même de remontada, parce qu'entre les deux tours, c'était pas gagné pour Marcel Sadier.
C'est un étude, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Il a réussi à remonter ce handicap du premier tour. J'étais près de lui, je suis content qu'il ait été élu. Là aussi, c'est une élection dont acte et bravo Martial. Dommage par contre qu'il perde cette vice-présidence à la région. Il reste conseiller départemental. Oui. On l'avait vu assez actif sur les dossiers économiques. C'est bien beau tous ces mandats où il y a des textes de loi importants. Mais le problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a aucun ministre ou secrétaire d'État savoyard. La région, elle est dirigée par Laurent Wauquiez, qui n'est pas savoyard. On sent bien que les vice-présidents savoyards, Patrick Mignola ne l'est plus, Marcel Sadier ne l'est plus. Donc, dans toutes ces instances où il y a de l'argent à prendre, qui va défendre les intérêts de la Haute-Savoie ? Il nous reste Éric Fournier, vice-président de la région, avec qui nous travaillons, le département travaille continuellement. Je regrette le départ de Marcel Sadier. Nous avions construit ensemble le transfert de l'économie à la région, gardé une place importante pour le conseil départemental dans l'accompagnement de l'économie à travers les politiques régionales. Bon, j'espère qu'on pourra poursuivre et j'ai une relation qui est privilégiée avec Laurent Wauquiez, président de la région, sur ce sujet et sur quelques autres. 4e circonscription de Haute-Savoie, c'est vrai, ça a été excessivement compliqué. On en a parlé évidemment avec un très beau score de Virginie Liby-Muller qui avait été assez étonnée, peinée de son score du premier tour. Elle l'a emporté au deuxième tour. Elle l'a emporté, elle se qualifie largement. Elle a remobilisé l'électorat qui était resté indécis, qui n'est pas allé voter, les abstentionnistes. Mais on s'est mis autour et près de Virginie pour qu'elle puisse réussir à le mériter. Elle a fait un superbe score. La campagne n'a pas toujours été très sympathique, mais elle a réussi, très très bien réussi, et bravo. C'était l'un des 2 enjeux de la Haute-Savoie, la 5e circonscription, celle du Chablais. On en a parlé tout à l'heure avec la mort d'André Crépy. Dans cette circonscription, une bataille avec 2 candidates à droite. Alors expliquez-moi, moi j'ai rien compris dans cette circonscription. Pourquoi 2 candidates à droite? Pourquoi Astrid Boroche s'est retrouvée avec un soutien plus que par des pincettes de certains républicains? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis engagé dans cette circonscription parce que j'ai une confiance totale en Nicolas Rubin. C'est On l'a entendu tout à l'heure. Jeune élu qui a de la dimension, qui a du talent. Et auprès d'Astrid Boroche également. Voilà, on m'a reproché de ne pas soutenir Mme Maheu, conseillère départementale. Bon, elle ne m'a pas demandé la permission d'être candidate à la présidence du département face à moi. Je n'avais pas à me justifier non plus. Et ensuite, au second tour, Astrid Boroche échoue à peu. Alors, je suis allé regarder un petit peu les votes pour comprendre Oui. comment cette circonscription avait voté. Et on s'aperçoit que Nicolas Rubin aurait été presque un meilleur candidat en tant que titulaire et Mme Astrid Boroche en tant que suppléante. Dans tous les cas, ils ont fait un superbe score dans les stations. Donc la prochaine fois, ça serait donc Nicolas Rubin qui se présenterait? Il y a des élections. On va être tranquille pendant 2 ans et demi, pas d'élections. Donc on verra plus tard. Mais c'est un superbe tandem. Et quant à Marc Francina? Il a fait comme Bernard Accoyer, je crois. S'installer comme suppléant de Mme Maheu, ça a apporté ni à l'un ni à l'autre, à mon point de vue, très personnel. Dernière circonscription, la 6e. On va le dire, c'est un véritable bastion habituel de la droite. On l'a vu avec la même circonscription que celle de Tarentaise, qui a été emportée par Vincent Rolland. On rappelle les scores de Nicolas Sarkozy. En 2002, c'était des 94-95% pour le candidat de droite à Megève, à demi-quartier, quasiment les mêmes scores à la Clusaz. Sophie Dion l'avait emporté très largement. Elle avait failli être élue au premier tour. Si je me souviens bien, donc lors de la première, je crois même premier tour, elle avait été élue à la dernière législature. Et cette fois-ci, elle échoue face à Xavier Roseren. Elle siège d'ailleurs dans votre assemblée. Oui, c'est une surprise, mais on sentait que au fur et à mesure qu'En Marche progressait, on sentait qu'il y avait de la contestation sur Sophie Dion. Moi, je la connais, elle travaille au département, elle participe aux commissions, elle siège dans notre assemblée. Et elle sentait aussi que les choses bougeaient. Et je pense que la différence face... Elle est amère aujourd'hui, on le sent. Elle est amère, elle l'est forcément. La différence, elle a été faite sur le facteur personnel de Xavier Roseren, qui est un maire connu, qui est très liant, qui est engagé dans la communauté de communes, mais pas seulement. Et la victoire, elle a été élue La différence, elle s'est faite sur le fameux docteur Champly.
un urgentiste de Salange qui fait 13% au premier tour et qui clairement a appelé à voter Xavier Roseren. C'est lui le tombeur de Sophie Dion. Oui, mais bon, d'un autre côté, moi j'ai été un peu surpris par ses déclarations, par ses interventions multiples, y compris par sa candidature d'ailleurs. Bon, je suis pas sûr que l'électorat se reporte du premier tour au deuxième tour sur ces bases-là. Moi, je crois à la base, à la connaissance et au facteur personnel de Xavier Roseren qui a fait la différence. C'est sûr que c'est un bastion important pour les Républicains qui est tombé. Le fameux député du Mont-Blanc n'est plus habituellement un homme d'une famille politique très importante, celle de la droite. C'est quand même étonnant de voir sur cette Haute-Savoie, c'est un peu le même élément que le national. Elle résiste un petit peu mieux que d'autres territoires, comme l'Isère par exemple, qui a complètement basculé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un tabou qui est tombé? La Haute-Savoie n'est plus forcément qu'une terre de droite. La Haute-Savoie a été une terre de droite et du centre. On a oublié le rôle que le centre a pu jouer dans cette élection. Enfin, on le sait finalement, puisque les engagements des centristes ont été assez convergents avec En Marche. Mais moi, je ne vais pas faire d'analyse politique et politicienne. La Haute-Savoie, c'est 800 000 habitants. Ce sont 6 parlementaires députés, 3 sénateurs, le président du département, mes collègues conseillers départementaux, l'exécutif. Nous voulons travailler avec tout le monde. Nous allons travailler. J'ai écrit aux 6 parlementaires. Je souhaite les voir fin août et nous allons travailler sur les dossiers pour lesquels nous avons besoin d'eux. Et en même temps, nous allons les alerter sur les risques qui pourraient peser sur le département, sur les départements de façon plus générale par rapport à la déclaration de politique générale du président de la République et du Premier ministre pour sortir des dossiers et nous protéger en même temps. Compris, Christian Monteil, un homme constructif de droite. On peut dire ça. Merci beaucoup Christian Monteil. Tout de suite le journal.